Bonjour. C'est bon? Ok. Alors, bonjour, je m'appelle James. C'est pas mon vrai nom, mais j'aime bien ce genre de nom, donc on va dire James. Et aujourd'hui, je vais faire une petite conf sur un sujet qui m'intéresse bien, c'est la cryptographie. Parce que à Epita, c'est cool, on fait de la prog et tout, mais en fait, on parle limite jamais de la cryptographie, et pourtant, c'est un truc qui est genre vachement utilisé, et on s'en rend pas vraiment compte. Et comme c'est un sujet qui m'intéresse bien et que je connais quelques trucs dessus, bah, j'avais envie de partager un peu. Du coup, je vais faire une petite présentation sur qu'est-ce que c'est la cryptographie, qu'est-ce que ça a été et qu'est-ce que c'est un peu plus maintenant. Voilà. Alors, c'est le truc du bas. Oui, non, allô. Bah normalement ouais. Putain. Ah non, mais je sais, putain. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je suis sur un mauvais screen, c'est moi. Ok. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est la cryptographie? Premièrement, en fait, la cryptographie, c'est en fait un mot qui spanne deux catégories, la cryptanalyse et la cryptologie. La cryptologie, c'est l'art de faire des algorithmes pour crypter des choses. Waouh. Et la cryptanalyse, c'est l'art d'essayer de les casser. C'est cool. Voilà. Et après, il y a aussi oui, la stéganographie. C'est pas vraiment de la cryptographie, mais c'est bien de le dire. C'est genre essayer de cacher des choses dans des fichiers, ou genre cacher des données. Par exemple, vous avez un fichier, je sais pas, une image, et vous avez envie de cacher du texte dedans. Vous pouvez faire des trucs bizarres, je sais pas, avec les headers ou à des trucs bizarres dans le fichier, et, ou à MDR, vous avez caché de la data dedans. Voilà. C'est cool, mais c'est pas vraiment de la cryptographie. Alors, pourquoi on utilise de la cryptographie? Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais vous avez un téléphone entre les mains ou un ordinateur devant vous ou tout un tas de technologies comme ça. Et en fait, quand vous utilisez, à chaque fois que vous utilisez par exemple Internet ou un truc comme ça, vous utilisez la cryptographie. Donc, on en a vraiment besoin de partout, même si on s'en rend pas compte parce qu'on le fait pas nous-mêmes. Et la majorité des gens qui font de la prog savent pas vraiment ce que c'est la cryptographie. Et ça peut amener à quelques trucs un peu rigolos. Donc, on va commencer par les bases. Le chiffre de César, on le fait en SP, on le fait en SP, on le fait en sup, on le fait en SP, on le fait aussi en engin d'ailleurs. Je sais pas si on va le faire après, mais bon, voilà, c'est vu et revu. On fait un shift et c'est modulo 26, modulo mathématique, mais voilà. Le problème de ce truc, c'est que c'est clairement lisible en fait. Il y a plusieurs méthodes pour le casser, mais c'est vraiment très simple parce que le texte en fait il dit lui-même sa clé limite. Du coup, c'est pas sécurisé. Du coup, on a essayé de trouver mieux. Vigenère, c'est très dégueulasse. La table de Vigenère, grosso modo, vous avez une clé, vous avez vous avez une clé et vous avez un message à chiffrer. Et du coup, c'est le même shift que César, sauf que vous bougez à chaque fois le shift avec les trucs qu'il y a en haut ou sur le côté, etc. Du coup, c'est un peu plus sécurisé. Ça a mis genre énormément de temps à être cassé. C'est vraiment un des trucs qui a été cassé en genre 800 ans ou un truc comme ça. Donc ça a quand même tenu très longtemps. Mais maintenant, c'est clairement pas sécurisé. Hein. Et ça, c'est aussi un truc qu'on code en sup, en SP et en engin. Voilà. Mais c'est pas sécurisé. Après, il y a transposition. C'est un peu moins des shifts et des trucs comme ça. C'est plus, on le met dans un tableau et après, on numérote en fait chaque case. Genre là, on a un petit 1, donc ça veut dire que le message, ça va être genre ILM. Après, le 2, ça va être JNAI, etc. 3, STE, etc. Et ça, c'est la transposition. C'est un truc qui a été utilisé pendant très longtemps aussi. Et en fait, on va se rendre compte que tous ces trucs, en fait, le message, quand il est crypté, il donne des informations sur sa clé. C'est ce qu'on appelle la sécurité sémantique. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Et grosso modo, en fait, à partir du ciphertext, on peut automatiquement déduire des informations qui permettent de l'attaquer. Et du coup, ça fait que c'est pas sécurisé comme système parce qu'on peut déduire trop d'informations pour ce que c'est. Et du coup, on a inventé des systèmes qui sont mieux. Alors on va faire un petit retour historique. La Première Guerre mondiale, ça peut paraître pas si longtemps, mais c'était genre il y a 100 ans. Ça utilisait Vigenère et de la transposition, en gros. Donc c'est vraiment pas très sécurisé, et pourtant c'était que il y a 100 ans. Et en fait, en 100 ans, on a quand même inventé beaucoup de choses. Et ouais, ABC Cypher, c'est genre, c'est un Vigenère avec la clé ABC et une transposition. UPSI, c'est la même chose, mais avec le code UPSI pour Vigenère. Donc c'est vraiment pas très sécurisé. Et ADF GVX, c'est un truc qui a été inventé par les Français, ça fonctionne aussi sur le même principe de transposition viginaire, etc. Et c'était un peu plus intelligent. Et d'ailleurs, les Français à cette époque étaient bien meilleurs en analyse de cryptographie, parce que pendant la Première Guerre mondiale, ils étaient bons, mais pas pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'ils sont littéralement fait latter. Et pourquoi? Enigma en fait. Enigma, on est passé des trucs qu'on pouvait limite casser à la main en écrivant sur un papier à une machine qui était 100 millions de fois plus dure à craquer.
Du coup, c'était pas ouf comme truc. Et à la base, d'ailleurs, c'est les Polonais qui ont réussi à trouver des informations là-dessus et qui ont réussi à faire des mini-attaques dessus. Et au final, bah, évidemment, je sais pas si vous connaissez le film Imitation Game. C'est un assez bon film qui relate l'histoire de Alan Turing et la façon de les craquer Enigma. Et bah, en gros, ils ont, pour casser la machine qui fait de la cryptographie, ils ont fait une machine. Donc là-dessus, c'est pas trop con. Et ils utilisaient des failles aussi, parce que sur Enigma, en fait, ils avaient des livres de code qui étaient distribués à l'avance. Du coup, en fait, pour casser ça, les alliés, ils avaient volé certains de ces livres, mais c'était assez compliqué quand même. Et du coup, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'il y a des messages qui étaient assez récurrents, du genre Wetterbericht, qui est genre le bulletin météo le matin, où ça commençait par Highly Clear ou des trucs comme ça. Du coup, ça permettait de faire le début des messages, en fait. Et du coup, si vous avez une partie du début du message, vous pouvez en déduire des choses sur le reste, etc. Du coup, c'est cool. Voilà. Et au final, bah, on l'a craqué avec une machine, donc la bombe de Turing. Tout ça, ça pose un gros problème, en fait, c'est que tout ce dont je vous ai parlé, pour pouvoir échanger un message, il faut qu'on ait une clé qui soit préétablie en 2 parties. Et du coup, c'est vraiment pas très pratique, parce que du coup, ça signifie qu'il faut que, avant que j'échange avec n'importe lequel d'entre vous, il faut que j'aille vous voir, vérifier que c'est bien vous, genre votre identité, ce genre de choses. Et à partir de là, bah, dire une clé comme ça dans le futur, si jamais on échange un message, bah, je pourrais échanger un message sécurisé avec vous. C'est un peu de la merde comme technique, il y a mieux. Du coup, bah, oupsie, voilà. Du coup, on a inventé ce qui s'appelle le Diffie-Hellman Key Exchange. Et j'aime bien ce schéma, en fait, parce que ça relate bien la façon dont ça fonctionne. Grosso modo, on a une peinture qui est en commun, on a chacun une couleur secrète, on ajoute chacun notre couleur, notre couleur secrète à la couleur commune, et après on échange ces deux couleurs, et on la remélange avec notre couleur secrète. Et du coup, en fait, on peut, sur un channel qui est non sécurisé, échanger une clé, et ce sera impossible, en fait, enfin, si la connexion est tamper, par exemple, s'il y a une personne au milieu du réseau, bah, soit elle ne pourra pas déduire la clé, soit elle pourra essayer de, je sais pas, d'interrompre la communication, etc. Mais la seule chose qu'elle pourra faire, en gros, c'est voir qu'il y a un problème dans l'échange de clés. Du coup, bah, ça ne fonctionne pas. Sauf qu'il y a un gros problème là-dedans. Je ne sais pas si vous le voyez un peu. Non. C'est que... Ouais, c'est quoi le problème de l'échange? C'est pas sécurisé, mais... Enfin, oui et non, en fait. Genre, oui, dans le sens, c'est pas sécurisé parce qu'on est sur un channel non sécurisé. Mais le problème n'est pas là, parce qu'en fait, ça permet vraiment d'échanger une clé sur un channel non sécurisé, et la clé sera vraiment échangée. Le problème, en fait, c'est que tu sais pas si c'est Alice et c'est Bob, en fait. Parce que si moi, je suis Alice et toi, t'es Bob, et je veux t'envoyer une clé, je sais pas si toi, t'es vraiment Bob, en fait. Et du coup, bah, tu veux échanger une clé avec une personne, et si tu sais pas si c'est vraiment la personne, du coup, ça pose un autre problème du type, c'est qui derrière? Du coup, le problème de l'identité. Il y a plusieurs méthodes pour pallier à ce problème. La première, la majoritaire en fait, c'est la cryptographie asymétrique. Grosso modo, la cryptographie, il y a 2 types de cryptographie en gros, la symétrique et la symétrique. Symétrique, il y a une clé qui est utilisée pour crypter et décrypter en utilisant l'algorithme dans un sens ou dans l'autre. Et la cryptographie asymétrique, en fait, c'est un truc un peu particulier qui utilise 2 clés. Il y en a une qui est privée et une qui est publique. Et en gros, ce qui se passe, c'est que si vous cryptez un truc avec la clé publique, vous devez utiliser il faut utiliser la clé privée du set de clés publiques privées que vous avez pour décrypter ce message et inversement. Ce qui veut dire que si jamais je crypte un truc avec ma clé privée, tout le monde donc, qui aura ma clé publique pourra le décrypter. Et c'est vachement pratique en fait, parce que c'est des fonctions qui sont... C'est des fonctions qui ne vont que dans un sens, sauf dans certaines conditions. Merde, c'est pas dans ce sens. Et en fait, ça amène à différentes solutions. La première qu'on utilise majoritairement, c'est les certificats HTTPS, donc certificats SSL TLS. En gros, si vous allez sur Facebook, vous ne savez pas que c'est vraiment Facebook, seulement vous avez des gens qui ont signé le certificat du site Facebook. Donc vous faites plus ou moins confiance à ces gens parce que vous avez ces certificats sur votre machine, donc vous savez que c'est Facebook. Du coup, c'est ce qu'on appelle les Certificate Authority, donc les CA, genre VeriSign ou ce genre de choses. Et au final, ça marche plutôt bien, mais du coup, en fait, entre guillemets, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ou pas au CA.
Il y a quelques années, il y a eu un problème comme ça. Il y a un CA qui avait une mauvaise politique de sécurité. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la façon de signer les certificats pour que les gens fassent confiance à ces certificats, c'était cassé. Et il y a une personne qui a réussi à le prouver, à le montrer. Et en fait, n'importe qui pouvait créer des fausses signatures de ces certificats. Du coup, bah, c'est pratique. Parfois, ça ne fonctionne pas. Sinon, bah, SSH, je sais pas, est-ce qu'il y a des sup ici? Je crois que vous utilisez Git maintenant, non? Bah, Git, ça fonctionne par SSH. Et la première fois que tu as dû te connecter, tu as dû avoir un truc du genre est-ce que vous faites confiance à cet host? Oui, non. Voilà. Évidemment, qui allait vérifier la signature de host? Voilà, bon, personne. En gros, c'est SSH. Ça fonctionne dans le sens où la première fois que vous vous connectez, vous faites confiance. Et si ça change, il vous le dit. Et il vous met un gros warning en mode t'es sûr que tu veux te connecter? Parce que vous le faites confiance la première fois, et à partir du moment où vous faites confiance, vous considérez que vous lui faites confiance. D'ailleurs, si vous voulez vérifier les clés SSH, vous allez dans cd/etc/ssh.d et vous affichez tous les fichiers en SSH underscore ECDSA key ou de ce genre de choses, et vous faites ssh-keygen-lf le nom du fichier. Ça vous donnera la signature du truc et vous pourrez la vérifier. Pro type. Voilà. Du coup, ça, c'est différentes solutions qui permettent de gérer le fait de la façon dont l'identité fonctionne. Et donc, à partir du moment où vous faites confiance à l'identité, vous pouvez dire, OK, je suis sur un channel non sécurisé entre deux personnes, mais je sais bien que c'est la bonne personne qui est en face, parce que je peux le dire. Du coup, vous faites un échange de clés. Et à partir du moment où vous avez l'échange de clés, bah, vous êtes sûr que la personne en face, bah, c'est bien la personne en face et que c'est bien la personne qui a eu la clé. Après, ça ne veut pas dire que moi, je suis un tiers de confiance ou la personne en face l'est. Mais grosso modo, vous avez une clé pour ça. Non, dans ce sens. Voilà, donc en cryptographie asymétrique et RSA, en gros ça fonctionne comme ça. Désolé, je peux plus mettre de LaTeX parce que les formules là c'est le triple égal pour les modulos, etc. Et c'est une fonction en fait qui est inversible sous certaines conditions avec ED qui sont des paramètres que vous générez d'une façon particulière et qui sont plus ou moins interchangeables. C'est pas totalement vrai, mais voilà. Et grosso modo, en fait, E c'est le paramètre de la clé publique et D c'est le paramètre de la clé privée, donc que vous voulez pas donner aux gens. Et à partir de là, vous pouvez envoyer des messages en deux parties et de façon sécurisée. Il se trouve que c'est bien, c'est sécurisé en deux parties, mais le problème c'est que c'est très lent l'asymétrique, parce que souvent on a des clés qui sont très longues. En général, le standard c'est plus de 2048 bits actuellement. Donc en général, nos machines c'est 64 bits l'architecture, donc faire des calculs avec des exposants sur un truc qui tient sur 2048 bits, c'est très très lent. Du coup, en général, en fait, ce qu'on fait, c'est que ça, c'est utilisé juste pour vérifier l'identité. Après, on établit une clé avec genre diffie-hellman, par exemple. Et après, on utilise des fonctions symétriques comme AES, DES, etc. Alors, pro type, vous n'utilisez pas DES. Genre, jamais. Si vous connaissez ce nom, c'est bien. C'est tout ce que vous avez à savoir là-dessus. Il ne faut pas l'utiliser, c'est vieux, c'est cassé. Il ne faut pas l'utiliser. Et d'ailleurs, c'est toujours présent dans le source tree du kernel Linux, hein, j'ai vérifié tout à l'heure. Voilà. AES, c'est bien. AES, c'est le standard, c'est Advanced Encryption Standard d'ailleurs. Et c'est un truc qui est moderne. À la base, ça s'appelle Rijndael. C'est un truc qui est designé par des cryptographes belges. C'est pas totalement sûr en fait, parce que AES c'est bien, mais AES ça s'utilise de plusieurs façons qui sont des modes d'opération. Et ces modes d'opération, ils sont un peu particuliers. Donc j'en cite quelques-uns là, CTR, GCM, XTS, ECB. CTR c'est counter mode, GCM c'est Galois counter mode, XTS c'est les trucs que vous utilisez pour crypter les disques durs, c'est vachement pratique pour ça. Et parce que les disques durs, quand vous les cryptez, vous avez certaines conditions qui ne sont pas les mêmes que quand vous cryptez des messages. C'est un peu particulier, mais c'est assez intéressant comme sujet. Et ECB, alors, n'utilisez jamais ECB. Voilà pourquoi. Quelqu'un peut me dire ce qu'il y a sur l'image cryptée là? Voilà, c'est TUX. Mais c'est une image cryptée, hein, c'est AES, mais c'est un peu cassé. Voilà. Donc il ne faut pas l'utiliser, parce qu'en fait, c'est un mode qui est très simple, en fait, la fonction mathématique est très simple, sauf que comme elle ne carry pas d'informations à chaque fois, si tu as deux fois la même chose que tu donnes à la fonction, elle va toujours donner le même output. Du coup, en fait, tu auras toujours le même décalage, qui fait que tu peux quand même observer TUX dans l'image. Du coup, il ne faut pas l'utiliser, en fait, genre jamais. Genre au grand jamais, c'est vraiment pas sécurisé. Voilà. Counter mode, ça va, c'est plutôt
plutôt propre. La formule, c'est ça. Grosso modo, en fait, à chaque fois, vous traînez un IV qui est initial value. Et du coup, à chaque fois, vous rajoutez en fait l'IV qui permet d'avoir un décalage à chaque fois qui permet d'éviter d'avoir le problème de CB. Et du coup, c'est plutôt bien. Et après, vous faites juste un XOR du plain text avec le YI. Et le YI, donc c'est le numéro du bloc. Les blocs, c'est de taille 16 bytes, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc c'est plutôt propre. Non, c'est pas dans le sens. Voilà. AES GCM, c'est encore mieux. Si vous pouvez l'utiliser, utilisez-le. Pourquoi en fait? C'est que Countermod, c'est bien. Le problème, c'est que on peut tamper le message crypté à partir du moment où il est envoyé sur le réseau, parce qu'on ne peut pas vraiment faire confiance au réseau. Du coup, les personnes, si elles savent à peu près ce que vous envoyez dans votre message, elles peuvent appliquer des changements avec un XOR. Et si elles savent à peu près où sont les infos, elles peuvent changer les choses sans savoir ce qu'il y a dedans, et en changeant la façon dont vous décryptez, parce que l'exemple, c'est comme vous faites un XOR avec un plain text et ça, en fait, vous pouvez vous-même appliquer un XOR sur le réseau et du coup changer les infos qui sont dedans. Et du coup, quand vous refaites le XOR, au final, vous n'avez pas les infos que vous avez. Et vous n'avez pas moyen de savoir si les infos qui sont passées, même si c'est la bonne personne avec la bonne clé qui vous les a envoyées, c'est vraiment elle qui vous les a envoyées. Du coup, en fait, on résout ce problème, c'est pas dans ce sens-là, avec AES GCM, le Galois Counter Mode. En fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les AEAD ciphers. C'est Authenticated Encryption with Advanced Additional Data. Grosso modo, ça rajoute un peu de data qui est le GH, donc un hash un peu particulier sur les fils de Galois, machin, les fils premiers Galois, qui est rajouté à chaque fois et en fait qui est XORé avec ce qui est calculé avec l'IV. Donc grosso modo, c'est counter-mode, mais avec la petite info en plus qui est le Galois. Et ça fait un tag que vous rajoutez et au final, en fait, ça fait que vous pouvez vérifier qu'il n'y a personne qui a tamper le cipher, ce qui est vachement pratique. Du coup, voilà. Après, en général, ce qui a été utilisé pendant pas mal de temps, mais ça commence à changer, c'est les Mac pour avoir de l'authentification sur le ciphertext. C'est bien, le problème c'est que ça peut être cassé pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a 3 façons d'appliquer le Mac et le cipher. C'est-à-dire d'abord le cipher puis le Mac et le cipher ou le Mac du truc qui n'a pas été cipher. Le problème de ça, en fait, c'est que suivant la façon dont vous l'utilisez, vous n'aurez pas le... Enfin, en fait, ok. Dans l'exemple, c'est si jamais vous faites le Mac du truc qui n'a pas été cipher, ça signifie que vous devez décipher avant de vérifier le Mac. Du coup, ça signifie que potentiellement vous pouvez faire des DOS attaques, parce que vous pouvez obliger la personne à calculer plein de trucs qui, en fait, au final, le hash il est pas bon, enfin le Mac est pas bon. Du coup, elle va s'en rendre compte après avoir décrypté. Du coup, ça fait une DOS attaque parce que la personne est obligée de calculer tous les trucs et de décrypter. Voilà. Du coup, c'est pas bien. Et en plus, c'est plus lent que le GCM, par exemple. Du coup, c'est pas ouf. Et en général, ça dépend des hash functions. Si vous pouvez, n'utilisez pas SHA-3, MD5, s'il vous plaît. C'est vraiment cassé. Faut pas l'utiliser. Si vous pouvez, genre SHA-3, Bcrypt, tous les trucs comme ça, c'est bien. Ah, pardon. Voilà. Et la question. Je suis obligé de le mettre là parce que sinon je suis sur mon écran. Du coup, les hash functions, ouais, comme j'ai dit, MD5 et SHA-1, ne les utilisez pas. MD5, c'est cassé. On peut en générer plus de, je sais plus, 10 millions par seconde sur un CPU normal ou un truc comme ça. Donc, faut pas l'utiliser. Dans l'idée, sur Linux, les mots de passe ils sont hachés avec MD5, donc c'est pas ouf. Dans l'idée, les clés SSH qui sont store sur votre ordinateur, même si vous avez un mot de passe, c'est aussi haché avec MD5. Et dans l'idée, genre 30% des sites web c'est du WordPress, et du coup il y a des mots de passe et des identifiants dedans, c'est aussi du MD5. Donc non, c'est cassé, il ne faut pas l'utiliser. Parce qu'en fait, si on peut calculer les hashes très rapidement, ça signifie qu'on peut faire ce qu'on appelle des rainbow tables et pré-calculer des mots de passe. Et du coup, on peut vérifier les mots de passe très facilement et du coup, c'est très cassé parce que MD5, ça se calcule très rapidement. Voilà. Si vous pouvez, ouais. Oh putain. Non. Si vous pouvez utiliser des cells, si jamais vous avez un jour une base de données avec des mots de passe, vous utilisez un cell, vous rajoutez le cell. Comme ça, si la personne calcule des rainbow tables, elle est obligée de rajouter le cell et de calculer le nombre d'éléments fois le nombre de mots de passe en plus. Donc c'est pas mal, parce que le cell vous oblige à recalculer le hash pour tous les cells qui sont possibles. Du coup, c'est pas mal d'en rajouter un. Voilà. Le random,
c'est bien. Là, je passe un peu rapidement, je sais pas à quelle heure il est. Ouais, il va bientôt être l'heure. Le random, c'est bien. Si vous avez à utiliser du random sur Linux, BSD ou un truc comme ça, utilisez Dev Random, parce que c'est un PRNG, donc True Random Number Generator, TRNG. Voilà, pour plusieurs raisons. Si vous utilisez pas de password manager, utilisez-en un et utilisez un gros mot de passe dessus, c'est beaucoup plus sécurisé. Comme conseil, KeePass c'est bien, Pass c'est bien, c'est un truc qui est dispo sur Unix et vous pouvez store vos mots de passe sur un fichier Git, sur un repo Git et sur des fichiers. Et en fait c'est crypté avec genre GPG, donc c'est plutôt sécurisé, enfin suivant la taille de votre clé GPG, c'est bien 4096. Et KeePass c'est bien aussi, voilà. Dernier truc, ne faites jamais votre propre crypto. Si vous ne l'avez pas compris dans cette conf, voilà, il y a des trucs vraiment bizarres, compliqués, etc. Et pourtant, AES, c'est designé par des personnes qui sont vraiment très très bonnes. Du coup, ne faites jamais votre propre crypto. Et il y a des libs qui sont bien pour ça, genre libsodium et NaCl. C'est des bindings pour plein de langages, genre C, C++, Python, Java, etc. Surtout libsodium. Et vous pouvez l'utiliser, et elle a des fonctions qui sont plutôt bien. Perso, j'ai déjà essayé d'utiliser OpenSSL. C'est vraiment assez cancer parce qu'OpenSSL a une façon de gérer la mémoire qui est bizarre, parce qu'en fait, il a un allocateur, enfin, il n'a pas vraiment d'allocateur mémoire dans la lib. Il a un truc un peu particulier avec un système de queue. Du coup, voilà. Si vous pouvez utiliser Libsodium, est vraiment bien. Voilà. Sinon, d'autres choses dont j'avais pas le temps de parler. Double Ratchet Algorithm, c'est un autre système d'échange de clés qui est assez cool et qui est assez récent. Chacha, c'est un stream cipher et Poly 305, c'est AEAD aussi. ECC, donc cryptographie asymétrique avec les NISCurves et SafeCurves, c'est assez cool. D'autres modes AES, il y en a une pléthorée. Et la cryptographie quantique, voilà. Et c'est actuellement un truc qui est en train de, enfin, il y a pour le NIST qui est le standard qui s'occupe des standards américains est en train de travailler dessus et c'est environ, enfin, pour l'horizon 2020 de choisir les algorithmes qu'on va choisir pour à partir du moment où il y aura des trucs pas sécurisés. Une question? D'après ce que j'ai compris, la cryptographie quantique, c'est un peu le pompier pyromane, parce que l'arrivée des ordi quantiques, ils ont réussi à péter RSA avec, et du coup maintenant ils nous sortent des nouveaux systèmes grâce à la cryptographie quantique pour se protéger. Donc, Alors, en fait, je vais juste faire une petite parenthèse dessus, parce que c'est vrai et faux en fait. Il y a certains trucs qui sont cassés avec la cryptographie asymétrique, avec la cryptographie quantique, pardon, et d'autres pas. Genre, par exemple, AES n'est pas cassé par la cryptographie quantique. Ça divise, entre guillemets, si tu as une clé de 256 bits, ce qui est en général le maximum pour AES, etc., c'est équivalent, si tu as un ordinateur actuel, à une sécurité de clé 128 bits quand tu as un ordi quantique. Donc ça réduit pas tant que ça la sécurité. Donc c'est plutôt bien. Et après, pour les systèmes de clés asymétriques, en fait pour RSA, ça divise seulement par 6 la sécurité. Actuellement, on a des ordinateurs qui ne font que 53 qubits ou un truc comme ça. Genre, enfin, qui peuvent calculer des prime numbers, j'ai oublié un nom en français, des nombres premiers, de 53 bits. Donc voilà, on a le temps avant d'arriver aux clés de 4096 bits pour an. Et sinon pour ECC c'est encore pire parce que c'est plus que divisé par 6 la complexité de la clé. Du coup c'est un peu plus cassé. Sinon il y a des systèmes qui sont du coup en train d'être étudiés qui fonctionnent pas forcément avec des algorithmes quantiques et qui te permettent sur un ordi normal en fait d'avoir un algorithme qui est résistant à la cryptographie quantique quand même. Donc c'est assez cool. Donc ouais, c'est assez intéressant. Mais franchement, j'ai lu les trucs. Mais pour la plupart des autres trucs, excepté un peu ECC, parce que c'est vraiment un sujet compliqué, je connais les trucs et j'ai un peu regardé les implèmes et tout. La cryptographie quantique et ECC, c'est vraiment des trucs ultra compliqués, j'ai vraiment rien compris. Après, je connais un peu comment ça se passe et j'ai vu un peu les standards et tout, mais voilà. D'autres questions? Voilà. Du coup, bah... Ah, il est parti, zut.